Bienvenue et bonjour Gérard Larcher. Bonjour Sonia Mabrouk. Et merci de votre présence. Vous êtes le président du Sénat. Monsieur Larcher, tout à l'heure, le Premier ministre sera Viry-Châtillon 2 semaines après la mort du jeune Chemseddine battu à mort près de son collège. À la demande du président de la République, Gabriel Attal devrait annoncer des mesures autour de l'autorité contre l'hyperviolence des plus jeunes. Qu'en attendez-vous? Est-ce que vous croyez encore dans le sursaut? D'abord, Viry-Châtillon, c'est un drame absolu vis-à-vis d'un jeune. Mais aujourd'hui, être à Viry-Châtillon, pour le Premier ministre, c'est en faux symboliser l'échec de la politique du président de la République depuis 7 ans dans notre société. Échec. Une société qui est devenue plus violente. Une société qui voit se dégrader son école. Une société qui voit en quelque sorte le sentiment d'impunité monter. Une société qui traverse une grave crise du logement et un pays qui est entré, j'allais dire, dans une réalité budgétaire particulièrement inquiétante. Presque un symbole de l'échec. Symbole de l'échec d'être sur place. Emmanuel Macron dit vouloir, en tous les cas, est-ce que vous êtes d'accord sur le diagnostic, mettre fin au processus de décivilisation. Mais on se demande par quoi cela passe aujourd'hui, Gérard Larcher. Est-ce que c'est la levée de l'excuse de minorité? Les diagnostics, nous en avons eu beaucoup. Trop? Vous en avez eu 2 récemment. Fait par notre commission des lois au Sénat. Analyse des émeutes et des propositions. Analyse aussi à la suite de la commission d'enquête qui faisait, avec un certain délai, suite à l'assassinat de Samuel Paty, ce qui était vécu dans les établissements scolaires. Nous avons besoin d'actes. Nous n'avons pas besoin de nouveaux Grenelles. Nous n'avons pas besoin de nouveaux débats. Nous avons besoin d'actes et des actes, notamment devant le Parlement, et des actes qui, j'allais dire, apportent une réponse à cette, pas simplement décivilisation, à cette perte de repères de notre société, qui naturellement est liée à la déstructuration des familles, mais aussi, il faut se dire les choses, à l'échec de la politique d'intégration. Et on voit bien dans les atteintes à la laïcité, et puis, pour partie, un cheminement lent d'une forme, j'allais dire, d'islamisme radical. Parlons-en de la laïcité. Interrogé par le journal du dimanche à ce sujet, vous avez dit souhaiter, Gérard Larcher, une laïcité d'atmosphère en réponse au concept et à la réalité du djihadisme d'atmosphère tel qu'il a été théorisé par Gilles Kepel. Le journal L'Opinion ce matin relate des entorses à la laïcité et, écoutez bien, à l'école primaire. Comment alors on peut décréter une laïcité d'atmosphère à l'école primaire? Oui, ça traduit bien l'atmosphère, puisque 1/3 des atteintes à la laïcité à l'école sont à l'école élémentaire. C'est naturellement beaucoup plus les parents qui sont, j'allais dire, au portail ou à la porte de l'école, des parents qui mettent en cause des enseignements, des parents qui mettent en cause les enseignants, qui tentent d'imposer une vision de la société. Et à chaque fois, c'est la République qui est attaquée dans ses valeurs. Voilà pourquoi je souhaite que... C'est vraiment mon combat, la laïcité. La laïcité, c'est porter des valeurs de la République, porter des valeurs du vivre ensemble, les partager dans le respect. Je rappelle toujours ces mots d'Aristide Briand. La loi doit protéger la foi, mais tant que la foi n'entend pas dicter la loi. Alors, valeurs, République, laïcité, ce sont de grands mots, mais Gérard Larcher... Pas des grands mots, c'est des choses qu'il faut vivre au quotidien. C'est un combat quotidien à l'école. Le jeune Chemseddine a été lynché pour une affaire de réputation d'une jeune fille. La jeune Samara à Montpellier a été agressée sur fond de police des mœurs et du vêtement. Est-ce que la laïcité comme seul bouclier suffit ou est-ce que là, nous sommes dans une bataille au-delà, culturelle également dans notre pays? Nous sommes dans une bataille culturelle, regardez. Et je reviens peut-être plus au collège et au lycée, quand 50% des enseignants reconnaissent être auto-censurés ou être mis en cause. Et nous l'avons vu décrit dans la commission d'enquête du président Buffet et du président Lafont au Sénat. C'est une réalité. Quand nous voyons une partie des jeunes, en fait, s'accommoder, pas simplement de tenue vestimentaire, mais d'une vision de la femme qui ne correspond pas au combat mené depuis le 19e siècle pour les femmes dans notre société, eh bien on se dit qu'il y a un vrai combat à mener pour la laïcité au quotidien, dans l'éducation, dans l'enseignement, et que ça, il faut reconnaître le Premier ministre... Dans les mots, vous reconnaissez quoi? Les actes ou les mots? Parce que sur l'abaya, par exemple... La décision sur l'abaya, ce qu'il a introduit, fait partie des cheminements que je considère comme positifs. J'espère que Mme Belloubet va poursuivre.
Cette espérance a l'air d'être teintée de beaucoup de scepticisme. Non, mais moi, je veux voir les actes. Non, mais attendez, Madame Belloubet, Monsieur Attal, même combat ? Écoutez, je le souhaite en tous les cas. Je le souhaite. Le Premier ministre marque en tous les cas, Gérard Larcher, ses 100 jours à Matignon aujourd'hui. Comment vous qualifiez son bilan d'étape ? Certains le présentent comme un présidentiable. Écoutez, c'est un homme sympathique, ouvert. Encore, nous n'avons pas vécu réellement avec lui de grands textes parlementaires. Nous n'avons pas vécu avec lui des réformes. Il faut vraiment qu'au 101e jour, il passe vraiment aux actes. Et ça veut dire que pendant 100 jours, il n'y a pas eu d'actes ? Écoutez, pendant 100 jours, nous avons eu une déclaration de politique générale qui n'a pas été soumise, j'allais dire, à l'avis du Parlement. Nous avons eu des réponses aux questions du gouvernement, certaines intéressantes, certaines, j'allais dire, calibrées d'avance. Nous attendons des textes, on a des grands sujets. Le premier des grands sujets, ce sera, est-ce qu'il est en capacité de redresser les comptes de la France. Majeur, les déficits. Le Haut Conseil des finances publiques affirme que la prévision du gouvernement en termes d'évolution des finances publiques manque de crédibilité. Je vous pose la question directement, Gérard Larcher. Si la situation est si grave, si la France s'enfonce, si on ne peut pas attendre, qu'attendez-vous pour une motion de censure ? Crédibilité, oui. Cohérence, croissance surévaluée. Deuxième déficit le plus dégradé de l'histoire de notre pays. Voilà la réalité financière de notre pays. Et pardonnez-moi, ça n'est pas qu'une question de recettes. Nous avons, en cette année, augmenté les dépenses de 327 milliards. 3 fois plus que François Hollande, qui n'était pas réputé pour être un économe, pendant son quinquennat. Nous sommes dans une situation financière extrêmement préoccupante. Et donc, c'est à l'examen du budget 2025 qui ne pourra pas être préparé comme l'a été le budget 2024. Ou pardonnez-moi, on ne nous a pas tout dit. Quand notre rapporteur général va à Bercy et voit des fiches... Sur place. Oui, voit des fiches. Et je prends que les fiches du mois de décembre, avant même que nous ne votions le budget, qui mettent en garde l'exécutif sur la baisse des recettes, mais aussi sur la réalité des équilibres financiers. On se dit qu'à un moment, la vérité, elle doit être dite au Parlement. Vous êtes le président du Sénat, ça veut dire qu'il y a eu mensonge, qu'on a caché la vérité, une insincérité. En tous les cas, moi, je considère qu'on n'a pas pris en compte du tout les 7 milliards d'économies que proposait le Sénat. Ils auraient été les bienvenus. Nous n'avons pas du tout pris en compte ce que proposait le Sénat en 2022, puis 2023 sur la programmation pluriannuelle. Eh bien, ce sera le rendez-vous. Et ce sera, à mon avis, le rendez-vous politique. Est-ce qu'on peut continuer sur une pente, même à la grecque, ou est-ce qu'on redresse ce pays ? C'est quand même ça un enjeu. Et c'est un enjeu qui mérite, le moment venu, dans l'examen du budget 2025, eh bien, qu'on mette en cause et éventuellement en responsabilité l'exécutif. D'accord. Motion de censure, dites-vous, à l'automne, à la rentrée. On a l'impression que chez les... ça dépendra de ce que proposera le gouvernement. D'accord. Mais enfin, c'est l'épée de Damoclès, en tous les cas, où la menace... C'est simplement, j'allais dire, le contrôle naturel d'une démocratie. D'accord. Mais on a l'impression que chez les parlementaires LR, c'est un peu « retenez-moi ou je fais un malheur avec cette motion de censure ». Vous y êtes prêt ou pas ? Non. La question est claire. C'est plutôt de dire au gouvernement, faites un budget qui soit dans l'intérêt du pays. En fait, le sens de notre engagement politique, c'est quoi ? C'est servir notre pays. J'entends. Mais si ce n'est pas respecté, motion de censure... Écoutez, il appartiendra aux députés de le décider, mais je ne vois pas comment nous pourrions, j'allais dire, accompagner un budget 2025 qui continuerait à nous conduire dans le mur. Mais qu'est-ce qui se passe le jour d'après, alors ? Écoutez, c'est au président de la République... C'est le président de la République qui doit en décider. C'est à lui de savoir ce qu'il souhaite faire pour le pays. J'espère je pense qu'il a le sens des responsabilités. En tous les cas, je lui redis, ce que nous traversons dans cette période financière, ça n'est pas qu'une affaire de recettes. C'est une affaire de dépenses. Il faut donc remettre en cause la politique qu'il a conduite en matière de dépenses publiques. Nous sommes recordman d'Europe en matière de dépenses publiques, recordman d'Europe en matière de prélèvements obligatoires. Et attention, débat, modèle concours Lépine sur la fiscalité.
La conférence que devaient tenir Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan sur la Palestine à l'Université de Lille a été annulée. Gérard Larcher, je rappelle et je précise que sur l'affiche est inscrit le slogan « Free Palestine » qui nie l'existence d'Israël. L'université a donc décidé d'interdire cette réunion qui se tiendra d'ailleurs, a prévenu le leader de la France insoumise ailleurs. Tout d'abord, est-ce que vous approuvez le principe de l'interdiction ? Dans une université, l'université française doit être un lieu de débat, un lieu de formation, un lieu d'échange. Ça ne peut pas être le lieu où l'extrême gauche décide qui viendra débattre dans un hémicycle ou dans exactement un amphithéâtre. Ça l'est aujourd'hui pour certaines universités. Regardez, Viviane Agazinski, quand on parlait de GPA, Michel Onfray, Alain Finkielkraut, Gilles Kepel, on a même fermé sa chaire, Madame Bergeau-Blaclair, parce qu'elle dénonce l'entrisme des frères musulmans dans une étude extrêmement scientifique et documentée. Je dois dire aujourd'hui que l'université, ça doit être un lieu de liberté, ça ne peut pas être le lieu du monopole de l'extrême gauche. Donc la décision, elle me paraît justifiée. Je suis attaché à la liberté d'expression. Que M. Mélenchon est à Montpellier, dans la salle du Quorum, je combats totalement ses idées, parce que je crois qu'il a très clairement fait un choix, j'allais dire, clientéliste et communautariste. C'est ça, aujourd'hui, le choix de M. Mélenchon, mais qu'il puisse l'exprimer dans une salle municipale avec autorisation, tant qu'il ne provoque pas de trouble à l'ordre public. On se souvient, Gérard Larcher, que vous aviez lancé par média interposé un tonitruant, entre guillemets, ferme ta gueule à Jean-Luc Mélenchon sur ces sujets. D'ailleurs, est-ce que vous estimez qu'il agit, comme vous le dites, par opportunisme électoral, ou est-ce qu'il y a de l'antisémitisme chez le leader de la France ? Écoutez, c'est important quand même pour un leader. J'ai entendu dire que c'est pas à plus de 70 ans qu'on devenait antisémite, mais un certain nombre de ses propos, vous savez, l'antisionisme est parfois, j'allais dire, le paravent de l'antisémitisme. La France insoumise a en tous les cas mis le sujet de la Palestine au cœur de sa campagne, une campagne des Européennes plus largement qui se déroule, Gérard Larcher, sur fond de grandes tensions internationales, en attendant la riposte d'Israël. Quelle est aujourd'hui la voix de la France ? Vous connaissez très bien la région, vous êtes allé en Israël, dans les territoires palestiniens aujourd'hui. Quelle est encore notre influence dans cette région ? C'est une voix qui compte moins naturellement. Je crois que la France doit rappeler que le Hamas est une organisation terroriste. Et qu'elle doit le rappeler, non, très clairement. Et que le 7 octobre, une ambiguïté quand on parle d'escalade, l'escalade, c'est le 7 octobre. C'est un changement de paradigme. La France doit exiger la libération de tous les otages. Je n'oublie pas que nous avons 3 compatriotes français encore retenus en otage. Et ça, c'est la deuxième chose. Troisièmement, travailler pour un cessez-le-feu à la condition de la libération des otages. Et bien sûr, travailler pour le soutien humanitaire des populations civiles. Mais la France doit militer, continuer à militer pour la solution à 2 États. Même si ça bouleverse parfois un certain nombre de nos amis, parce qu'il n'y aura pas de solution que la solution à 2 États. Vous avez dit, juste après l'attaque iranienne, donc récemment, vous aviez réagi affirmant, je cite, que la sécurité d'Israël n'était pas négociable. Oui, elle n'est pas négociable. Est-ce à dire que ça autorise Israël à toute riposte, y compris un affrontement direct avec l'Iran ? Écoutez, Israël, le sujet d'Israël, le sujet des Israéliens, c'est la survie de leur peuple. Le sujet de l'Iran, c'est la survie du régime des mollahs. Et moi, très clairement, la survie d'Israël, ça n'est pas négociable. Surtout ces sujets d'importance qu'on a évoqués, que ce soit à l'international ou la politique, dans votre camp. Et au-delà, vous êtes souvent présenté, Gérard Larcher, comme un grand sage. Vous levez les yeux, je dis à nos auditeurs. Sage et à la fois de l'expérience et de la nuance, ça fait un bon cocktail pour un candidat 2027 ? Sage, c'est la nature du Sénat. Oui, bien sûr. Étymologiquement, y compris dans la racine latine. Oui, parce que la sagesse dans une société, c'est la mesure. La question ne portait pas sur la sagesse. Oui. La question, est-ce que vous y pensez sous les ordres du Sénat ? Moi, mon rôle, ma responsabilité, c'est d'être le président du Sénat. C'est la seule institution aujourd'hui qui a une majorité, qui est stable, dans lequel on peut tout débattre, et qui est dans lequel nous sommes... respecté par le pouvoir Écoutez, de toute façon, on ne lui laisse pas de choix, à certains moments, que de se faire respecter. Et c'est vraiment, aujourd'hui, des rendez-vous que nous avons avec le Premier ministre, question du logement, question budgétaire, la question de l'adaptation de l'agriculture et de la souveraineté. Et puis, on en a peu parlé, mais un texte que nous attendons depuis février, qui
Quelle est la réponse à la violence? Quelle est la réponse à la violence des mineurs? À la responsabilité des parents? De faire le bilan aussi de la réforme de la justice pénale. Toutes ces réponses-là, nous les attendons. Elles étaient inscrites en février. Depuis, rapport sur les émeutes, rapport sur Samuel Paty. Vous voyez le constat des violences, y compris cette nuit à Grande-Sainte, près de Dunkerque. Cette société de violence, c'est vraiment un enjeu majeur. Il faut... les agriculteurs avaient retourné les panneaux, vous savez, dans les communes, on marche sur la tête. Espérons que la France ne marche pas sur la tête. Merci Gérard Larcher. C'était votre grande interview ce matin sur CNews Europe 1. Merci de m'avoir invité. Merci.